C'est bon? Dans 2 secondes, à mon avis, ce sera bon. Oui, là, on voit, c'est direct. Chez moi, c'est marqué qu'on est en direct. Attends, parce que moi, je ne vois pas encore. Sur la gauche en haut. Ok, moi, je ne vois pas encore. Ok, très bien. C'est bon. Alors, tu peux y aller. Oh, Essaie de partager un écran pour voir si ça marche. oui. On va partager un écran. Exemple 1. Non. Et maintenant, je vais essayer de voir, par exemple, voilà. Tu vois? C'est bon, c'est parti. C'est parti? Allez. OK. Eh bien, OK. Histoire d'Israël, à titre d'Israël, avec Dr Eliezer Shagorodsky. Go. On y va. Chers amis, écoutez, il y a une date. Il y a une date qu'on connaît tous comme le Shabbat Hagadol. On vient de la traverser, c'était hier. Le grand Shabbat. Et puis, il faut dire que c'est tombé exactement comme cela tombé il y a 3334 ans, approximativement, quand on est sorti d'Égypte. C'est-à-dire que le 10 Nissan est tombé un jour de Shabbat et ensuite on est sorti naturellement le jeudi, Hamesh serait le 15 Nissan. Mais il faut savoir qu'il y a encore une date très significative, un événement très significatif qui s'est passé ce jour de 10 Nissan et qui est, à vrai dire, notre entrée en terre d'Israël. 40 ans après la sortie d'Égypte, comme on le sait, avec Josué, Yoshua bin Nun, la nouvelle génération, pas celle qui était sortie d'Égypte, mais celle qui allait entrer en Eretz Israël, elle traverse le Jourdain. Ça se passe le 10 Nissan, où on entre en Eretz Israël. C'est un jour qui n'a pas, qu'on ne célèbre pas, comment dire, qui n'a pas de fête particulière. On peut dire qu'il est soit intégré dans la fête de Pessah avec le 5e verre qu'on verse mais qu'on ne boit pas, qui correspond à la 5e étape de la délivrance, c'est-à-dire Vautzeti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti, Veveti, et je vous ai amené à la terre promise, à la terre Eretz Israël. C'est donc ce qui devait se réaliser beaucoup plus tôt, mais qui se réalise le 10 Nissan. Maintenant, je voudrais parler de cette date, il y a environ 3300 ans, et puis la comparer avec une autre date qui s'est déroulée, un autre événement qui s'est déroulé au même endroit, mais il y a 102 ans, tout à la fin de la Première Guerre mondiale, avec des forces juives qui ont combattu là-bas. Mais avant qu'on y arrive, je voudrais quand même parler encore quelques minutes de l'entrée de Yoshua bin Nun, parce que c'est un événement qui est très important, qui nous apprend aussi beaucoup de choses et qu'on peut étudier très facilement en ouvrant tout simplement le livre de Yoshua bin Nun, les premiers chapitres de livre Yoshua, où on voit que dès le début, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yoshua avec une phrase qui devient peut-être comme un véritable refrain qu'on répète toujours, qui s'appelle Chazak ve'ematz. Chazak ve'ematz, c'est-à-dire sois fort, et ematz et persiste, si on peut le dire. Je ne sais pas quelle est la traduction exacte en français. Cela dit, c'est une phrase qui, au début du livre Yoshua, on la connaît déjà du livre Dvarim, mais du livre de Yoshua, elle fait référence Chazak ve'ematz pour conquérir la terre, Chazak ve'ematz pour observer la Torah quand tu seras en train de conquérir la terre. C'est deux Chazak ve'ematz qu'on retrouve lorsque Yoshua et avec Yoshua, nous entrons en Eretz Israël. Pourquoi
d'abord, je laisse la question en suspens pour que vous y réfléchissiez. Pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas de dire juste Razak, sois fort, conquiert et tout est bon? Pourquoi est-ce qu'il faut encore, comment dire, répéter pour l'observance de la Torah? Qu'est-ce qui a changé véritablement? Bon, ben, maintenant, on a encore plus de raisons d'observer la Torah, vu qu'on est on est sur notre terre. La Torah, elle est faite pour être observée sur cette terre avant tout. Alors, c'est naturel. Bon, maintenant, refaisons un zoom, c'est le cas de le dire, sur véritablement la traversée de la mer, pas de la mer, du Jourdain, bien que ce soit comment dire, cette erreur de langage, je ne l'ai pas faite par erreur. Pourquoi? Parce que la traversée du Jourdain était presque la copie conforme de la sortie d'Égypte et de la traversée de la mer Rouge. Et ce n'est pas pour rien, effectivement, que ça se passe dans les dates très, très proches, comme on le voit et comme on va encore le voir. Donc, le 10 Nissan, on se retrouve sur la rive orientale est du Jourdain, et les premiers à y entrer, ce sont les Kohanim qui portent l'arche avec les Luchot Abrit, avec les tables de l'Alliance. Et dès qu'ils touchent le Jourdain, eh bien, les eaux s'ouvrent, c'est-à-dire les eaux qui sont en bas continuent à couler, les eaux qui sont en haut, eh bien, se lèvent en mur, comme lorsqu'on traversait la mer Rouge, et les Kohanim, qui portent encore une fois l'arche, se mettent au centre et le peuple passe. Maintenant, quand le peuple passe, eh bien, qu'est-ce qu'il entend? Ce qu'il entend, c'est une chose très intéressante, c'est Yoshua lui parle. On le voit dans le pasouk, le 10e pasouk, le 10e verset du 4e chapitre de Yoshua, où il est dit de la façon suivante: Va Kohanim nasu nosei Aaron, les Kohanim qui portent l'arche, omdim betoch hayarden, se tiennent dans le Jourdain, ad tom kol adavar asher tziva Adonai, jusqu'à ce que la fin de ce que a ordonné Dieu et Yoshua à Yoshua, ledaber El Ha'am Kechol Asher Tziva Moshe et Yoshua Vayimaru Ha'am Vayavoru. C'est-à-dire, il passe et entre-temps, Yoshua leur dit tout ce qui lui a été commandé de dire par Akadosh Baruch Hu au peuple. Et là, les commentateurs, ils se divisent. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Tout le monde dit qu'il aura parlé des paroles du Chumash Dvarim, où il est question que Akadosh Baruch Hu leur ordonne de conquérir la terre de l'Alliance, la terre promise, la terre on va le dire. Écoutez, pourquoi le dire par cœur s'il est plus juste de le dire de manière tout simplement en le lisant. Un des commentateurs dit, le Malbim, que ce que Yoshua leur a lu, eh bien, c'est l'extrait suivant du livre Dvarim. C'est ainsi qu'il parle. Hashem Elokim, ou over Adonai Elohim, ou over lefanecha, ou yashmid et agoim האלה מלפניך, וירשתם Yoshua, ou over lefanecha, כאשר דיבר Adonai. C'est Dieu, ton Dieu tout-puissant, c'est lui qui passe devant toi, c'est lui qui va anéantir les peuples qui s'opposent à toi, et tu vas hériter de la terre. Yoshua, c'est lui qui va passer devant toi, qui Asher Diber, comme l'a dit Dieu. Ve'asa Adonai laem ki Asher asa le Sichon ve'le'og malchei ha'emori ule'artzam Asher ishmid otam. Et Dieu leur fera de la même manière qu'il a fait à Sichon et Og, les rois des Émoréens,
et à leur terre, Asher Ishmidotam, quand il les a anéantis. C'est-à-dire, bon, et ça continue de cette manière, c'est-à-dire, pour se représenter l'événement, c'est-à-dire, le peuple traverse le Jourdain, ceux qui les attendent de l'autre côté, ce ne sont pas les fonctionnaires du Misrad Aliyah Ve'aklita qui leur distribuent les Teudot Olim, les cartes de Oleh Hadash, et ils ne reçoivent pas comment dire, le panier, le sal Klita avec l'orientation pour les études ici, l'habitat ici, etc., etc. Non, mais c'est une entrée où ils se préparent à quoi? À la conquête. À la conquête de la terre, effectivement, le lendemain de leur entrée, eh bien, ils se retrouvent devant Jéricho, près de Gilgal, où ils font deux choses. Ils font la Brit Mila d'un côté et ils font Pessah. Ils font c'est le 14 Nissan, ils font Pessah et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils commencent la conquête de Jéricho en faisant chaque jour un tour de Jéricho. 6 jours, ils font le tour. Le 7e jour, ils font 7 tours de Jéricho jusqu'à ce que les murailles, l'enceinte de la ville, tombent, s'écrasent. Et c'est ainsi que la ville, qui est appelée la serrure, l'entrée de Eretz Israël, elle est conquise. Mais on voit que, encore une fois, ce n'est pas par hasard que tout cela se passe le jour, pratiquement, aux mêmes dates que 40 ans avant, on faisait la même chose. La Brit Mila, le Korban Pesach, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, et on part en direction de Eretz Israël. C'est une journée qu'en Israël, ces dernières années, on commence à célébrer de plus en plus. Je vais vous dire un secret, parce que c'est très peu connu, mais c'est à cette date, il y a 6 ans environ, qu'est passé un projet de loi à la Knesset où il est dit qu'on va fêter le jour de la Aliyah. C'est 3 personnes, trois amis personnels, qui ont fait passer cette loi à la Knesset. Ça s'appelle Chok, je crois, Yom Aliyah, le jour de la Aliyah. Maintenant, ils ont fixé que la date que la Aliyah de tous les pays devait être célébrée, ce sera le 10 Nissan. Maintenant, le 10 Nissan, tout le monde leur a dit, écoutez, le 10 Nissan, personne ne va célébrer. Pourquoi? Parce que les écoles sont en vacances, les universités sont en vacances, toutes les mishpachot sont en train de nettoyer leur maison, leur cuisine, etc. Personne ne va célébrer. Donc, on va le célébrer la semaine de la Parashat Noach. On va le célébrer la semaine de la Parashat Noach, et c'est ainsi que c'est une loi où c'est inscrit que le jour de la Aliyah sera est le 10 Nissan, mais il est célébré le 7 Reshvan. Il est célébré le 7 Reshvan, et effectivement, le 7 Reshvan, c'est le Yom Aliyah. C'est ce qui s'est passé le 10 Nissan. Peut-être pour terminer ce volet de notre rencontre d'aujourd'hui et pour passer à notre volet plus moderne de ce qui s'est passé il y a 102 ans, il y a un commentaire très intéressant qui parle du fait que lorsque Yoshua a fait faire la Brit Mila à tout le peuple ayant traversé le Jourdain, eh bien, il est dit que Galoti et Trerpat Mitzrayim, c'est-à-dire que j'ai effacé la honte vis-à-vis de l'Égypte. Trerpat Mitzrayim, et c'est pour ça que cet endroit est appelé Gilgal, de la racine Galoti, les galotes, découvrir, enlever, etc. Donc, mais une question se pose. Quelle honte égyptienne, quel rapport cela avec notre entrée? Ça fait déjà 40 ans que nous sommes sortis d'Égypte. Ça fait 40 ans que l'armée égyptienne s'est noyée dans la mer Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les commentateurs nous disent la chose suivante.
c'est que tant qu'on n'est pas entré en Eretz Israël et qu'on était là en train de sillonner le désert, eh bien, les Égyptiens riaient encore de nous. Et ils ne riaient pas seulement de nous, mais ils disaient, mes Chaverim, qu'est-ce qu'il en est de votre promesse, de la promesse que votre Dieu vous a fait? Vous êtes encore nos esclaves. Vous êtes en train de vous balader dans le désert sans possibilité d'entrer. Plus que cela, vous ne faites même pas votre Brit Mila, votre signe d'alliance avec votre Dieu. C'est-à-dire, vous êtes en train d'enfreindre l'alliance et lui, votre Dieu, il est en train d'enfreindre l'alliance. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'une fois que nous sommes entrés et qu'on a fait la Brit Mila, la promesse a été accomplie, l'alliance a été scellée, et c'est pour ça qu'il est dit que Vegaloti et Trapat Mitzrayim, j'ai enlevé de vous, je vous ai libéré de la honte vis-à-vis de l'Égypte. Maintenant, ça s'est passé il y a environ 3300 ans. Il y a 102 ans, on se retrouve au même endroit, avec le même peuple juif, qui est en train de livrer combat aux Turcs sur le même passage, Ma'avarot Yarden, comme on dit, le passage du Jourdain, en face de Jéricho. Et là, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre comment est-ce qu'on se retrouvait là-bas, eh bien, il faut savoir que c'était ceux qui combattaient là-bas, c'était ce qu'on appelle les brigades juives ou la Légion juive, 37e, 38e, 39e brigade, ou 38e, 39e, 40e brigade, environ 10 000 juifs, avec à leur tête Trumpeldor, Jabotinsky et le commandant anglais Patterson, qui était le commandant de ces brigades. Comment est-ce que ces brigades elles étaient formées? Alors, les Juifs, ils combattaient à cette époque dans toutes les armées. Nous étions des millions de Juifs à combattre dans toutes les armées de la Première Guerre mondiale. On était 600 000 à combattre, plus de 600 000 à combattre dans l'armée russe. On était 100 000 à combattre dans l'armée allemande. On était 50 000 à combattre dans l'armée britannique. On combattait chez les Serbes, chez les Français, partout, Américains, plus d'un demi-million qui combattaient dans les rangs de l'armée américaine. Mais qui est-ce qu'on combattait? Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Très souvent, quand on apprend l'histoire, on n'en apprend pas l'aspect juif. Lorsqu'on apprend la Première Guerre mondiale, alors on apprend Verdun, on apprend les taxis de la Marne, on apprend le gouvernement Poincaré, on apprend le général Foch et Clémenceau, mais on ne connaît pas notre histoire, l'aspect juif de la Première Guerre mondiale. Et cet aspect juif, il faut le dire, il était terrible. Pourquoi? Parce que dans toutes les armées, les Juifs se combattaient entre eux. Il y a plein d'histoires du genre où sur le front Est, où se font face l'armée austro-hongroise d'un côté et l'armée russe de l'autre, tout le monde est dans les tranchées. Bon, c'est une guerre, on dit parfois une guerre menée de manière gentleman, c'est-à-dire il y a des temps de repas, on ne combat pas, effectivement. Bon, là, il arrive le déjeuner, on finit de déjeuner. Celui qui raconte cette histoire, c'est un poète juif, Avigdor Ameiri, qui était lui aussi, qui faisait partie des combattants de cette guerre, et il raconte comme après avoir mangé, eh bien, des juifs de l'armée russe se lèvent. Pourquoi? Pour prier Mincha. Bon, peu de chance, ils n'ont pas de minyan. De l'autre côté, les juifs de l'armée austro-hongroise se lèvent aussi pour prier. Pourquoi? Pour prier Mincha. Ils se voient les uns les autres, ni les uns ni les autres n'ont un minyan. Ils sont là, ils se rassemblent, des soldats d'armées combattantes, à faire minyan, se tournent tous au sud, du côté de Jérusalem, prient Ashrei Beitecha ou Dialou Chasela,
Et puis, une fois Aleinu le Shabbat récité, la prière terminée, chacun retourne dans ses tranchées et une fois les combats recommencent, eh bien, ils se tirent dessus. Il y a des centaines et des milliers d'histoires qui parlent des Juifs qui s'entretuent pendant la Première Guerre mondiale. Si on n'avait pas eu la Seconde Guerre mondiale, eh bien, la première aurait été commémorée chez nous comme effectivement la Shoah. Ce n'est pas pour rien qu'elle a commencé le 9 av. Maintenant, il y a juste 15 000 Juifs durant cette guerre qui ne combattent ni pour les Russes ni pour les Américains, ni pour les Français, ni pour les Allemands, ni pour les Austro-Hongrois, etc., etc. Ils combattent, certes, dans l'armée britannique, mais dans cette armée, ils ont un emblème juif, le Magen David. Ils ont des mots qui veulent Kadima. Ils ont un rabbin. Ils ont la cacheroute dans l'armée. Et où est-ce qu'ils combattent? Ils combattent en Eretz Israël. Ce sont des forces qui sont formées par deux personnes qui se sont adressées en Angleterre à Winston Churchill. Attendez, je vais vous les montrer. À Winston Churchill. Et voilà, ici, sur la droite, vous avez Zeev Jabotinsky. On va, Bezrat Hashem, en parler dans un autre cours. Sur la gauche, vous avez Yosef Trumpeldor. Et ces personnes s'adressent d'abord en 1915 à Winston Churchill lorsqu'il est ministre de la flotte britannique et ensuite une seconde fois il s'adresse à lui en 1917 lorsqu'il est déjà ministre des armements, ministre des munitions. Il s'adresse à lui et au gouvernement britannique avec une seule idée très simple où ils disent écoutez chers amis, nous voulons combattre à vos côtés mais pas en tant que simples soldats de l'armée britannique. Nous voulons combattre en tant qu'armée, force juive, régiment juif, dans le cadre de l'armée britannique. Et si possible, on veut combattre en Eretz Israël. La première fois, il y a effectivement un régiment qui est formé et qui s'appelle le régiment des muletiers. Et ils combattent, c'est un de muletiers, et ils combattent dans les Dardanelles, à Gallipoli. Ils sont effectivement là à mener les munitions au front, au combat. Ensuite, c'est un régiment qui est défait, qui est dissolu et qui est reformé sous une autre forme en 1917-1918, lorsque l'armée britannique entre victorieuse à Jérusalem. Elle entre victorieuse à Jérusalem à Hanouka, la veille de la première bougie de Hanouka, 1917. Et ensuite, les régiments juifs, comme je l'ai dit, 38, 39, 40e régiment, rejoignent les forces britanniques pour des combats farouches à Megiddo, où l'armée turque est défaite. Et ensuite, cette armée fuit et essaye de traverser le Jourdain en face de Jéricho, et c'est là que l'attendent les forces du 38e régiment, avec un de ses commandants, c'est Zeev Jabotinsky. Il est là-bas commandant de compagnie. Il faut savoir que Zeev Jabotinsky, ni plus ni moins, c'est le leader, l'un des deux grands leaders, si on peut dire, de la Renaissance juive, qui a fondé le mouvement Beitar, qui a fondé le mouvement révisionniste, qui a fondé effectivement l'une des grandes forces politiques et idéologiques du Congrès sioniste et ensuite de l'État d'Israël. D'ailleurs, son secrétaire, c'était le père du Premier ministre israélien actuel, c'était Ben-Zion Netanyahu. Dans les années 30, c'était son bras droit, son secrétaire, on va encore y revenir dans les minutes qui suivent. Zeev Jabotinsky, à la tête de ses forces, tient le passage du Jourdain en janvier 1918 et il fait face à des milliers de Turcs qui sont en train d'essayer de conquérir ce lieu pour passer du côté est. Il sort victorieux de ce combat.
milliers de prisonniers sont faits parmi les Turcs, etc. D'ailleurs, avec les Turcs, il faut savoir que combattent aussi des commandants et des forces allemandes de la durant la Première Guerre mondiale. Ils ont combattu ensemble. Et voilà, donc, chose très intéressante, on voit que effectivement, les seuls juifs pendant la Première Guerre mondiale qui ne combattent pas pour prouver à telle ou telle patrie qu'ils sont des citoyens honnêtes et des citoyens fiables et loyaux, mais qui combattent pour l'intérêt de leur peuple, même si c'est dans le cadre d'une autre armée, eh bien, ce sont les brigades, ce qu'on appelle les fusiliers de Sa Majesté, mais qui combattent avec leur emblème, avec leur drapeau, avec leur drapeau sur lequel est marqué Judée libre, avec leur symbole, avec leur cache-route, et dans la conscience très claire que la terre, même si elle est promise, et même si c'est une terre qui vient d'être promise, même pas seulement par Akadosh Baruch Hu, mais par la plus grande puissance mondiale, à savoir l'Angleterre, où le soleil ne se couche jamais, eh bien, cette terre, si on veut qu'elle soit véritablement la nôtre, on doit participer à sa conquête. Et je voudrais vous citer un extrait. Un des régiments était fait de juifs ressortissants de Russie qui habitaient à Londres, qui habitaient à Whitechapel, East End, c'est dans l'est de Londres. Certains d'eux n'avaient même pas de nationalité britannique, ils venaient d'arriver en tant que réfugiés russes dans l'Empire russe. Et Jabotinsky, qui à l'époque habitait aussi en Angleterre, eh bien, il est venu les recruter, les convaincre pour qu'ils viennent se joindre à la Légion juive. Et c'est ainsi que c'est décrit dans les mémoires de Jabotinsky, qui sont rapportés en partie en français dans le livre de Rina Neher Bernheim, un livre fantastique qui parle histoire juive de la révolution à l'État d'Israël, c'est-à-dire environ 160 ans d'histoire, très concis, très bref et très percutant. Et c'est ainsi que parle Jabotinsky. Je n'oublierai jamais ce qu'un anarchiste fort intelligent de Whitechapel me dit sur la mentalité des habitants. Son opinion était frappée à l'emporte-pièce et pleine d'un humour noir. C'est-à-dire, c'est cet anarchiste qui est venu parler à Jabotinsky après encore une tentative de mobiliser les Juifs de Whitechapel à l'est de Londres pour se mobiliser dans la Légion juive. C'est ainsi que parle cet anarchiste juif. Combien de temps avez-vous encore l'intention de vous cogner la tête contre les murs, me dit-il à la fin d'une séance particulièrement orageuse. Il y a une chose que vous ne comprenez pas chez nos garçons. Vous leur expliquez ce qu'ils doivent faire en tant que juifs, ce qu'ils doivent faire en tant qu'anglais, ou ce qu'ils doivent faire en tant qu'hommes. C'est idiot. Nous ne sommes pas des juifs. Nous ne sommes pas des anglais. Nous ne sommes même pas des hommes. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des tailleurs. Nous sommes des Schneiders. Je cite ces paroles amères uniquement parce qu'en définitive, le East End prouva, c'est-à-dire Whitechapel, ce quartier de Londres, prouva qu'il valait son pesant d'or. Il nous donna des soldats de première qualité, courageux et tenaces. Même le surnom de Schneider, tailleur, en allemand ou en yiddish, prit peu à peu, dans notre bataillon, un sens honorifique. Il devint synonyme de vrai soldat, qui fait sa tâche sans regimber, avec exactitude, minutie et calme. Quelque part, dans un des recoins les plus obscurs de l'âme de Whitechapel, était tapis un sens caché des responsabilités, un noyau perdu de dignité et de respect de soi. Et quand on sonna l'heure décisive et que le danger frappa, tout cela se manifesta en définitive et en dépit de tout.
Il faut savoir que dans les rangs de ces régiments juifs qui ont combattu en Eretz Israël, à Megiddo, à Jéricho, sur le Jourdain, en 1917, en 1918, ont servi tous ceux qui allaient former le futur leadership de l'État d'Israël avant sa naissance et durant sa naissance. Ce n'est pas seulement Jabotinsky, c'est Ben Gurion, le premier Premier ministre, c'est Yitzhak Ben Tzvi, le deuxième président, c'est Levi Eshkol, le deuxième premier ministre, c'est Eliyahu Golomb, celui qui était à la chef de la Haganah, c'est Dov Hoz, c'est Yaakov Dori, le premier chef de Tzal, c'est Moshe Sharet, c'est un nombre, sans parler de Trompeldor naturellement, c'est un nombre considérable de juifs qui ont tous été formés, cristallisés dans cette lutte, dans ce combat pour Eretz Israël. Je voudrais, pour terminer, vous montrer une photo et peut-être même encore une photo, c'est celui qui était le commandant, c'était John Patterson. C'était un juif, pardon, c'était pas un juif, c'était un Britannique sioniste qui, aux yeux de Jabotinsky, était le soldat, le commandant, l'officier modèle, à tel point que son secrétaire de Jabotinsky dans les années 30, je rappelle, c'était Ben-Zion Netanyahu, a appelé l'aîné de ses fils du nom de John Patterson. Qui était l'aîné de son fils, qui est le premier de ses enfants, c'était Yoni Netanyahu. Yoni Netanyahu, Yonatan, est appelé au nom de deux personnes. Au nom de son grand-père, qui s'appelait Natan Milikovski Netanyahu, un rabbin, un grand rabbin, sur lequel on peut dire beaucoup de choses. La deuxième personne au nom duquel est noté Yon, c'est-à-dire c'est au nom de John, c'est-à-dire John et Nathan, Yonatan, Yoni Netanyahu. Il est effectivement, pourquoi? Parce que ces deux personnes ont servi pour lui de modèle. Encore une ironie de l'histoire. L'ironie de l'histoire, c'est que John Patterson est venu commander les forces juives, les brigades juives pendant la Première Guerre mondiale. Il est venu de l'Ouganda. Et Yoni Netanyahu, où est-ce qu'il a laissé sa vie, ou là est-ce qu'il est tombé en héros durant l'opération Entebbe? Eh bien, à Ouganda, encore une fois. Mais là, bon, ça c'est une chose en soi que je voulais dire parce que quand même une curiosité assez étonnante de l'histoire. Maintenant, voilà, vous pouvez voir ici une photo. Qu'est-ce que c'est cette photo? Vous reconnaissez? L'endroit, c'est le Kotel. On connaît tous la fameuse photo de la libération des parachutistes qui sont là à libérer le Kotel le 7 juin 1967, le 28 Iyar 5727. Et là, vous avez une photo qui précède cette fameuse photo de presque combien? De presque 50 ans. C'est en 1918. En 1918, les soldats de la Légion juive qui sont là avec les Juifs. D'ailleurs, il faut savoir que énormément de Juifs de Eretz Israël, des milliers se sont portés volontaires pour combattre dans les forces, dans cette Légion juive. Et là, ils sont là, devant le Kotel, 28 mètres sur 4, exactement tel qu'il était 49 ans après, le 7 juin 1967, lors de la première libération du Kotel à Ma'aravi. Voilà, et c'est-à-dire on voit que l'histoire se répète, mais l'histoire se répète toujours à un autre niveau. J'espère que ça va donner un sens supplémentaire au premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième verre, surtout, qu'on va boire ou qu'on ne va pas boire dans quelques jours pendant le Seder Pesach. Pour ceux qui veulent, un très bref film ce sera en hébreu,
sur ce régiment, la Légion juive, et son régiment qui a été mobilisé en Eretz Israël. Voilà, mes amitiés.